La bibliographie, c'est très important, et j'ai envie de vous dire, c'est très important, même si on ne fait pas de recherche. Parce que dans le cadre des activités cliniques quotidiennes, dans le cadre de nos activités de soins quotidiennes, on peut avoir besoin de faire de la bibliographie. Si vous avez une situation clinique, donc pas forcément complexe, mais en tout cas compliquée, par exemple un traitement antibiotique à adapter rapidement, parce que vous n'allez pas attendre forcément d'avoir l'avis neurologique pour l'introduire si c'est nécessaire, ou par exemple un traitement antiarythmique à introduire rapidement, eh bien vous devez connaître les dernières recommandations en la matière. Si vous avez un doute sur l'indication de tel ou tel traitement antidiabétique, vous devez être en mesure d'identifier très rapidement les dernières recommandations en la matière. Ça s'apprend. Et quand on devient performant en bibliographie, il est tout à fait possible de le faire dans le temps même d'une consultation. Ça m'arrive tous les jours de prendre quelques minutes dans la consultation pour aller chercher une ou l'autre de ces dernières recommandations. Donc, pour nos activités de soins quotidiennes, c'est important pour les étudiants comme pour les professionnels. Et puis, c'est également important pour évidemment vos travaux de recherche, qu'il s'agisse de recherche bibliographique nécessaire à la rédaction de vos traces pédagogiques, en particulier les récits de situations cliniques authentiques qui demandent bien évidemment de répondre à des questions de recherche par une recherche documentaire adaptée. Au final, la bibliographie, elle vous permet d'améliorer vos connaissances pratiques et vous savez à quel point la qualité des soins est un problème qui reste très prégnant dans notre système de soins. Être bon en bibliographie, ça permet d'améliorer la qualité des soins. Alors, les différents types de documents que vous pouvez être amenés à utiliser, sont multiples. Alors, la littérature scientifique, en premier lieu, des articles originaux qui vont traduire les résultats d'une recherche, une expérimentation ou une étude observationnelle. L'article original, vous en avez tous lu et vous y verrez tous encore beaucoup. Il peut s'agir de revues de la littérature, de méta-analyse. Alors, pour vous rappeler qu'une revue de la littérature, c'est ce que vous faites en fait normalement préalablement à tout travail de recherche, travail de thèse. Avant de commencer votre thèse, il faut avoir de solides connaissances bibliographiques, et ne serait-ce que pour bien poser la question de recherche. Si vous ne savez pas où en sont les connaissances dans telle ou telle thématique, eh bien vous ne pouvez pas poser la bonne question de recherche. Une question de recherche intéressante, c'est souvent une question qui n'a pas été posée auparavant. Ou alors c'est une question qui a été posée il y a un certain temps et qui mérite d'être reposée. Pour bien poser une question de recherche, il faut donc avoir une bonne idée de la littérature. Une revue de la littérature, elle peut aussi être publiée. Et ça, vous en avez déjà vu. Et si vous en avez déjà vu, vous avez remarqué que dans la partie méthode de tous les articles décrivant une revue de la littérature, vous avez souvent les mots-clés, enfin obligatoirement en fait, les mots-clés utilisés pour la recherche bibliographique qui sont présentés. Et vous avez également des requêtes complexes, notamment PubMed, qui sont utilisées pour cette revue de la littérature. Eh bien, on va voir justement aujourd'hui comment construire ces requêtes complexes. Alors, une méta-analyse est plus qu'une revue de la littérature. Une méta-analyse passe par une revue de la littérature absolument exhaustive. Ce qui ajoute une méta-analyse par rapport à une revue de la littérature, c'est qu'elle va extraire tous les indices d'effet. On appelle indice d'effet un odds ratio, un risque relatif, un hazard ratio, par exemple, une différence de moyenne, une proportion. Tous les indices d'effet donc vont être extraits des papiers isolés par la revue de la littérature, et de ces indices d'effet, grâce à des outils statistiques pas très compliqués, eh bien, on va calculer un indice d'effet global. Ça permet tout simplement, en fait, si vous avez 3 essais cliniques qui portent sur des populations de 1000 personnes chacune, eh bien, en faisant une méta-analyse, vous pouvez finalement présenter des résultats qui sont coulés et qui porteront sur 3000 personnes et pas simplement 1000. Vous pouvez ainsi soit corriger les résultats d'une étude qui s'avère finalement aberrante par rapport à l'ensemble des autres études réalisées, soit encore affiner l'intervalle de confiance des estimations qui sont proposées dans les articles originaux initiaux. La littérature scientifique, donc reine, c'est des articles originaux qui peuvent porter sur une recherche ou sur plusieurs à travers une revue ou une méta-analyse. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des abstracts de congrès. Les abstracts de congrès, ça peut être très intéressant. Normalement, un bon papier qui passe en congrès et qu'on peut trouver dans le cahier des abstracts de ce congrès, il fait l'objet après d'un papier. Je vous dis ça, mais d'expérience, des abstracts en congrès, j'en ai présenté peut-être 40 ou 50. Et sur les 40 ou 50, j'ai pas fait 40 ou 50 publications. Il y a d'autres paramètres qui interviennent pour parvenir à la publication, notamment le temps. Et je suis pas le seul dans cette situation-là. Du coup, même si ce sont des travaux de qualité pas médiocre, eh bien, ils peuvent ne pas avoir été publiés en article original, en revue de la littérature, en méta-analyse, mais uniquement en congrès. 2 types de congrès, des congrès qui maintiennent leurs annales, leurs actes, proposent
catalogue de l'ensemble des abstracts qui ont été présentés, catalogue qui d'ailleurs peut être publié dans des revues indexées. Malheureusement, tous les congrès ne tiennent pas leurs actes. Tous les congrès ne cataloguent pas comme ça tous les abstracts qui sont présentés. Et là, ça devient un peu plus difficile à trouver. Alors, ça peut quand même être trouvé en passant par des choses un peu obscures qui existent depuis peu, comme par exemple le site ResearchGate. La plupart des gens qui font de la recherche en France et dans le monde sont inscrits sur ResearchGate et vont y mettre justement leurs abstracts ou vont y mettre des morceaux de publication. Ça peut être une solution pour trouver de la littérature grise. On appelle littérature grise la littérature qui n'est pas indexée justement dans des revues internationales, un comité de lecture. Donc ces abstracts de congrès sont à chercher et c'est parfois un petit peu difficile. On revient sur les différents types de documents. Après, vous avez les thèses. Alors, il y a plusieurs types de thèses. Il y a les thèses de sciences. Les thèses de sciences, il peut y avoir des incidents. Et on en voit de temps en temps dans les médias des thèses qui sont rétractées, comme un article Pollack d'ailleurs. Mais les thèses de sciences, en général, c'est quand même du boulot. Ce sont des gens qui ont travaillé 3 ans à 6 ans ou 7 ans quand ils sont en sciences humaines pour produire un travail de recherche. C'est sous la direction d'un professeur qui a une habilitation à diriger les recherches dans le cadre d'un laboratoire, sous le regard de collègues du laboratoire. Ça passe par un jury composé de professeurs qui ont l'habilitation aussi, la plupart du temps. Bref, thèse de science, c'est en général solide. Mais une thèse de science publie ses résultats en article original. Alors parfois pas tous, mais une bonne partie d'entre eux. Après, il y a les thèses de médecine. Alors, je vais être un peu iconoclaste, je suis désolé, mais là, il faut vous méfier. Il faut vous méfier parce que malheureusement, les thèses de médecine, c'est pas toujours d'une qualité méthodologique suffisante. Il faut savoir le reconnaître et il faut savoir le critiquer. Savoir critiquer une méthodologie de recherche, c'est absolument primordial. Eh bien, si vous avez cette posture critique, vous verrez que toutes les thèses de médecine ne sont pas de qualité égale, loin s'en faut. Je vais prendre un exemple caricatural, et je ne veux blesser personne, mais un exemple que je prends souvent parce que malheureusement il existe encore. Quand vous faites une thèse faisant appel à des méthodes quantitatives sur une population de médecins généralistes limitée à 100 ou 110, dans le de Martinique, c'est une précision des estimations de l'ordre de 7 ou 10%. C'est donc pas des résultats qui sont très actionnables. Ça, c'est parce que la précision est insuffisante et parce que il n'y avait pas assez d'effectifs à la base et parce que la méthodologie n'était pas adaptée. Donc, méfiez-vous des thèses d'exercice. Malheureusement, elles sont de qualité inégale. Et puis, la littérature scientifique, ça peut être des avis, des recommandations de sociétés savantes dans les niveaux de preuves apportés par les différentes études disponibles. Vous savez que tout en haut, il y a des méta-analyses portant sur un grand nombre d'essais contrôlés, randomisés, forte puissance. Mais les méta-analyses, il faut aussi faire attention, parce que si méthodologiquement elles sont pas bonnes, le résultat est pas bon. Si les papiers qui sont sélectionnés pour constituer cette méta-analyse ne sont pas bons, les résultats de méta-analyse ne sont pas bons non plus. Pas très loin, en tout cas, des essais contrôlés randomisés, vous avez des avis recommandations de sociétés savantes. Là aussi, il faut savoir être critique. Un journal comme Prescrire très régulièrement critique les recommandations de sociétés savantes, toujours dans l'objectif d'améliorer la qualité de nos soins. Donc, une littérature scientifique qui est diverse. Vous pouvez avoir des études, notamment observationnelles, qui n'ont pas été publiées dans des revues à comité de lecture, des revues internationales. Alors souvent, il s'agit d'études qui ont été menées par des institutionnels. Je vais prendre pour exemple Santé publique France. Sur Santé publique France, vous allez trouver énormément d'études, d'observations épidémiologiques de tel ou tel territoire. Ces observations n'ont pas forcément été publiées dans des revues à comité de lecture, mais vous les trouverez sur le site de Santé publique France. C'est peut-être ça, ce site, je vais taper Santé publique France dans Google et bien dans France. Le problème de ces sites, c'est que souvent, il y a énormément d'informations et qu'elle est difficile à éprouver. Ils ont des moteurs de recherche qui sont plus bien construits. Et puis, ils ont des classements qui sont proposés aussi qui peuvent être actionnables. Vous avez également des sites institutionnels qui peuvent être utilisés. Par exemple, le site de la documentation française, c'est là que vous allez trouver, par exemple, les rapports de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Les rapports de l'IGAS sont des rapports extrêmement précieux qui évaluent la pertinence de certains éléments de notre système de soins. Par exemple, si vous vous intéressez à ce qui est fait dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, eh bien, vous aurez du mal à trouver des études évaluant la performance de ces maisons de santé par rapport à des cabinets individuels. Si vous vous intéressez à la santé des enfants en France, un thème quand même assez vaste, eh bien, un point d'entrée peut-être un rapport qui avait été réalisé par l'IGAS il y a quelques années. Donc, souvent, les rapports d'évaluation des politiques de santé examinés par des grandes institutions, vous pouvez vous retrouver sur la documentation française. Si je vous dis ça, si je vous parle de site institutionnel, en fait, c'est pour insister sur un point. Quand vous citez un rapport
qui n'a pas été publié en revue internationale à comité de lecture. Donc, faites attention, parce que si vous le liez à une adresse Internet qui pointe vers un site de conseil départemental, de conseil régional, il n'est pas du tout certain que les liens soient pérennes. Même un site d'ARS ne conserve pas ces liens identiques sur une longue durée, quoi. Pour être sûr que votre lecteur trouvera le rapport d'études que vous avez cité en référence, il faut que le lien présenté au lecteur pointe vers un site qui est pérenne. Et la documentation française, Santé publique France, c'est des sites qui sont absolument pérennes. Là, ça ne bouge pas. Faites attention à ça. Quand vous citez des rapports, mettez un lien qui correspond à un site institutionnel. Après, vous pouvez accéder à des bases de données entières, carrément. Alors, la base de données INSEE, par exemple, est totalement téléchargeable. Faut être un peu maso, hein, mais vous pouvez accéder à l'intégralité des données brutes de l'INSEE. C'est de l'open data. Ça se développe beaucoup en France. On a mis du temps, mais comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays européens, dès lors qu'une collecte de données est de financement public, eh bien maintenant, il y a obligation pour l'État de mettre en ligne ces données. Alors bien évidemment, les résultats ne sont pas librement téléchargeables. Il y a quand même un peu de propriété qui intervient, mais dès lors que c'est financé publiquement, il y a quand même de fortes chances de trouver des éléments, même bruts, des données complètes sur le web. C'est le cas pour le site de l'INSEE. Le site de l'INSEE, vous pouvez accéder donc aux bases de données complètes. Vous pouvez accéder aussi à des traitements de ces données avec des statistiques locales, des statistiques nationales, des statistiques de recensement qui vous apportent des informations démographiques, socio-économiques sur un territoire. Si, comme moi, vous vous intéressez à la qualité des soins en population diverse, en population plurielle, autrement dit aux inégalités de santé, eh bien, vous faites appel régulièrement aux indicateurs socio-économiques qui sont proposés sur le site de l'INSEE. Alors, l'INSEE, je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à y accéder, c'est pas très grave. Je vais vous montrer autre chose. Je vais vous parler de statistiques médico-sociales. Par exemple, vous vous intéressez à la démographie médicale, au nombre de lits de gérontologie disponibles sur un territoire, etc. Et bien pour ça, vous avez le dispositif Statis. Vous voyez que ces données mettent un peu de temps pour être traitées, puisqu'on est sur 2016 en présentation. Ce site, donc Statis, vous permet une approche par région. Si par exemple on va chercher ce qui se passe en Guadeloupe, on tournera, on ira voir aussi ce qui se passe à Fort-de-France avec Cayenne, premier juré. On va y arriver. Guadeloupe, eh bien, vous voyez que vous avez un certain nombre d'indicateurs qui sont là disponibles. Ça compile, en fait, des résultats qui peuvent venir de multiples sources. Par exemple, si vous vous intéressez à la géographie de la Guadeloupe, vous pourrez vérifier que l'archipel pèse au total 1705 km². Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, avoir des indicateurs sur les établissements de santé, qui sont sur nos territoires, et vous voyez que vous pouvez même avoir une approche qui est presque comparative. Alors je dis presque comparative parce que ce sont des effectifs qui sont présentés dans l'exemple précis là, et qu'il faut donc les rapporter à une population cible, les rapporter à une population totale. Donc Statis, beaucoup d'informations d'ordre médico-social, donc des informations qui sont précieuses dès lors que vous abordez d'une façon ou d'une autre des problématiques de qualité des soins ou d'inégalité. Je vais vous montrer autre chose, c'est le site CEPIDC. Si vous tapez CEPIDC dans une fenêtre Google, vous allez tomber sur cette adresse, cepidc.inserm.fr. Le CEPIDC donc nous donne accès à des données de mortalité. Vous voyez par exemple les données de mortalité en rapport avec le Covid-19. Vous pouvez regarder sur le site du CEPIDC, vous pouvez regarder sur le site de Santé publique France, vous pouvez regarder aussi sur les sites européens, y compris les données de mortalité d'un grand nombre de pays. Le problème de ces sites, c'est qu'ils changent de présentation très régulièrement. Ah, voilà, c'est là. Regardez, cause médicale de décès, interroger les données de mortalité. Une page s'affiche, donc, pour accéder aux données en open data sur les causes médicales de décès. Cliquez ici. Nous voilà donc devant un choix de données détaillées ou indicateurs de mortalité. Je vous propose d'utiliser plutôt des indicateurs de mortalité parce que ça lisse un peu les résultats d'une année sur l'autre. En général, on aime bien lisser les résultats pour éviter de prendre en charge des incidents statistiques, des variations aléatoires. On va sélectionner l'indicateur de mortalité. Alors ça, c'est très précieux, parce que jusqu'à il y a peu, on avait quand même très peu d'indications épidémiologiques sur ce qui se passait, notamment dans nos régions ultramarines, notamment, mais pas que. Parce que j'ai envie de vous dire, si vous étiez encore, si vous étiez dans le Pays Basque, au moins, si vous n'aviez aucune donnée épidémiologique, vous aviez des indicateurs de mortalité grâce à CEPIDC. Ces indicateurs de mortalité, je vais tout simplement des certificats de décès que tout médecin est amené à réaliser malheureusement régulièrement. On va s'intéresser au type de requête à l'évolution dans le temps. On va prendre comme sélection géographique France métropolitaine et donc avoir des tableaux pour la France hexagonale. Ce qui peut être intéressant si on a une démarche comparative. Je peux chercher par région également. Par grande région, vous voyez qu'ils mettent tous les départements d'outre-mer dans le même sac, si j'ose dire. Et puis je peux chercher quand même par département.
Et si je cherche par département, en descendant la liste ici, je peux arriver par exemple à la Martinique. Ensuite, je vais m'intéresser aux effectifs et taux standardisés par âge. Ça, c'est très important. Quand vous comparez des taux d'une population à une autre, il faut toujours vous assurer que ces indicateurs sont standardisés. C'est-à-dire qu'ils sont pondérés par classe d'âge pour qu'ils soient comparables. Si vous êtes en train d'étudier un problème, le Covid-19, la mortalité liée au Covid-19, par exemple, vous comprenez bien que la mortalité en Afrique n'est pas comparable si vous ne standardisez pas la mortalité en Europe, parce que c'est pas du tout la même démographie. C'est pas du tout la même pyramide des âges. Et bien, rassurez-vous, dans ces cas-là, pour rendre les choses comparables, il suffit de les standardiser sur l'âge. Et pour ça, on utilise des populations de référence. Quand vous travaillez sur les populations françaises, vous devez comparer la mortalité en Martinique à la mortalité hexagonale. Vous pouvez utiliser comme population de référence RP 2006. Ça veut dire quoi? Ça veut dire recensement de la population 2006. Si vous travaillez sur des comparaisons internationales, en international, le recensement de la population française de 2006, ils sont contre-fiches, vous imaginez. Là, vous allez utiliser plutôt YARC 76 World. C'est une structure démographique type qui a été arbitrairement choisie et qui est utilisée partout dans le monde. On va rester sur RP 2006. On va regarder quelle est la mortalité liée à l'appareil circulatoire en Martinique. Plus précisément, on va regarder quelle est la mortalité liée aux maladies cérébrovasculaires. Et puis, on va sortir sous forme de tableau, parce que bon, les graphiques, c'est joli, mais on aime bien les données. On lance la demande. Vous voyez donc apparaître des effectifs et des taux. Ces taux sont standardisés. Vous voyez que si on regarde la mortalité précoce, chez les moins de 65 ans, on a un taux globalement qui est autour de 6,3 pour 100 000 habitants. Vous pouvez exporter ces tableaux au format CSV et les ouvrir avec Excel et ainsi manipuler ces données plus aisément. Alors, tiens, si on a envie de comparer, qu'est-ce que ça veut dire ce 6,3 6,3 sur 100 000, j'ai pas l'impression que ce soit énorme. Enfin, c'est quand même 6,3 gigas qui sont partis sur la période 2014-2016. Alors, pour comparer les choses, on peut comparer dans la même population, dans le temps. On voit qu'il y a quand même une nette amélioration. On est passé de 12,8 en 2002-2004 à 6,3 en 2014-2016. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de mortalité, ce qui peut s'expliquer soit parce qu'il y a une meilleure prévention primaire, les gens ont moins d'hypertension, moins de diabète. Malheureusement, j'en suis pas tout à fait certain. Je suis même certain du contraire, puisqu'on l'a démontré en Guadeloupe notamment, et en particulier chez les plus précaires, ça a augmenté ces dernières années. Vous pouvez comparer donc dans le temps. 12,8 en 2002-2004, 6,3 en 2014-2016. L'hypothèse, c'est probablement que, parce qu'il faut toujours vérifier que les chiffres sont crédibles, qu'ils ont un sens, vous comprenez. L'hypothèse, c'est probablement que la qualité des soins, la qualité de la prise en charge de la phase aiguë s'est considérablement améliorée. Effectivement, on ne peut pas s'empêcher de voir que ça décroche brutalement entre la période 2008, 2010 et 2011, 2013. Je crois que ça correspond à peu près à la mise en place d'une filière de prise en charge de l'AVC en aiguë en Martinique. Donc, on voit où on en est dans le temps et on peut à la limite interpréter un peu ces résultats. Alors maintenant, comparons à une autre population. Allons-y. Pour ça, je peux dupliquer l'onglet en cours, je vais retourner au menu, et au lieu de prendre le département, je vais prendre la France métropolitaine. Je vais garder l'évolution dans le temps, je vais garder l'effectif et taux standardisé par âge, je vais garder la population de référence, je vais garder maladie de l'appareil circulatoire et maladie cérébroscolaire. On va lancer la demande. Alors on voit déjà qu'il y a beaucoup plus de données, oui, parce que avant 2002, les données n'étaient pas numérisées, probablement, dans les régions ultramarines. En tout cas, je peux comparer sur les dernières années. Je vois qu'en mortalité précoce liée aux AVC, maladies cérébroscolaires, en total, hommes et femmes mélangés, sur la période 2014-2016, on est à 4,3. Moralité. Si la question de recherche était distribution de mortalité liée aux maladies cérébroscolaires en Martinique, eh bien, oui, il existe une surmortalité, en tout cas comparativement à la France hexagonale, avec un taux de 6,3 pour 100 000 en 2014-2016 en Martinique, versus 4,3 pour 100 000 en France hexagonale sur la même période. Donc, des informations qui peuvent être précieuses quand il s'agit de positionner une question. Encore une fois, si on fait de la recherche dans le cadre de nos thèses, notamment et de nos mémoires, c'est pour produire des données qui sont utiles. Donc, si on pose une question qui n'a pas d'intérêt, il n'y a pas grand intérêt à faire la recherche qui va avec. Soyons clairs là-dessus. Donc, pour positionner une question, ne serait-ce que ces indicateurs de mortalité, là, ça peut être un outil extrêmement précieux. Voilà donc un exemple de ce que les bases de données institutionnelles peuvent apporter, et notamment cette base de données CPDC, qui est extrêmement précieuse. Alors, les principes généraux de la recherche bibliographique, eh bien, c'est qu'au commencement, et la question de recherche, toujours. Et ça vaut pour toute recherche, évidemment pour la recherche quantitative et qualitative aussi. Donc, le commencement et la question de recherche. Et puis, une fois que vous avez eu une question de recherche, eh bien, pour la poser, il faut utiliser un moteur de recherche.
Il y en a beaucoup de moteurs de recherche. On a déjà vu quelques-uns. Hein. On a vu qu'il y avait un moteur de recherche dans Santé publique France. On a vu qu'il y avait un moteur de recherche dans l'INSEE. Un moteur de recherche qui permet parfois de rentrer très rapidement dans une recherche. Bien évidemment, c'est pas celui à privilégier, mais pour commencer, ça peut être un outil. C'est Google Scholar. Google Scholar, il y a notamment une littérature grise qui peut y apparaître. Vous savez ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui n'est pas publié dans des articles internationaux à comité de lecture, mais qui est publié dans des congrès, dans des actes qui ne sont pas publiés. Le PubMed, bien sûr, ça reste l'outil roi pour la recherche bibliographique, parce que c'est dans le PubMed que sont recensés l'intégralité des articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture, des revues internationales. Il faut faire attention, hein, des revues scientifiques, elles sont très diverses. Vous avez des revues scientifiques où les comités de lecture existent médiocrement, on va dire. Vous avez, depuis quelques années, un grand nombre de revues poubelles qui sont apparues. En gros, si vous avez $1 000 ou $2 000 ou $3 000, ils vont publier un papier dans 3 jours, quoi, avec des relecteurs qui sont corrompus. Bon, théoriquement, quand vous trouvez un article dans le PubMed, il n'est pas issu d'une revue poubelle, théoriquement. Parce que pour être indexé dans le PubMed, c'est compliqué. La revue Exercé, qui est une revue très importante, on va faire un petit peu de pub, de la scène pub. La revue Exercé, c'est la revue de médecine générale, réalisée par des médecins généralistes, une revue francophone. Une très très bonne revue. Il faut impérativement vous abonner à Exercer. En fait, dans la vie, il faut être abonné à Proscrire, à Exercer, quoi, en gros, hein, si je devais vous donner les conseils de base. Exercer n'est pas indexé dans le PubMed. Et pourtant, il y a des recherches originales qui sont publiées. En fait, Exercer n'a pas encore réussi à remplir tous les critères de cette indexation. Le principal d'entre eux étant bien sûr de publier en anglais. Dans le PubMed, vous trouverez donc surtout des articles en anglais. Vous pouvez de temps en temps tomber sur un truc en français, en espagnol ou machin, parce que l'abstract est en anglais et le plein texte est dans une autre langue. Mais bon, l'immense majorité, c'est que de l'anglais. Si vous cherchez des articles en français spécifiquement, vous pouvez utiliser le moteur de recherche Sciences Direct, d'autant plus que son accès est garanti grâce au service distant de la Bibliothèque universitaire des Antilles. Le SUDOC, c'est un endroit où vous pouvez trouver des thèses. En fait, les thèses de médecine générale, surtout de médecine surtout antillienne, jusqu'en 2014, vous allez les trouver sur la plateforme pédagogique du département. Le titre était indexé, donc base de données qu'on a hébergées. Et après 2014, Dumas CNRS. Alors, on peut regarder rapidement, vous pouvez le taper dans Google comme d'habitude Dumas CNRS, ou dans un autre moteur de recherche, peu importe. Il faut éduquer vos moteurs de recherche aussi. Alors, l'utilisation des cookies Google, notamment, est critiquée, hein, certes, hein, mais en utilisant ces cookies, et en sélectionnant certains, en tout cas, vos habitudes de recherche sont mémorisées et vos recherches sont de plus en plus pertinentes. Donc, sur le site du CNRS, je peux rechercher des thèses. Si, par exemple, je cherche une thèse sur les médicaments génériques, par exemple, alors vous remarquerez que Dumas CNRS, c'est fait pour déposer des mémoires après soutenance. Des thèses d'exercice, apparemment, ils sont davantage pris pour des mémoires que pour des thèses. C'est édifiant. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de thèses qui ont porté, ou de mémoires qui ont porté sur des médicaments génériques. Tiens, regardez celle-là. Là. Il n'y a pas de générique docteur. Ah, ben il y en a un autre, là. Regardez, pas de générique docteur à point de vue prescripteur. On dirait que ça a été fait chez nous, ça tombe bien. L'Université des Antilles, UFR, des sciences médicales d'Yassine Bastoron. Une thèse qui a été effectivement dirigée par notre département de médecine générale, qui a d'ailleurs été publiée par la suite dans une revue Impact Factor autour de 2. On va reparler des Impact Factors dans quelques minutes. Vous pouvez télécharger le manuscrit la plupart du temps en passant par Dumas CNRS. Ce n'était pas le cas en passant par l'index des thèses existantes sur les plateformes. Vous voyez que la région est notée aussi et que si vous vous débrouillez un peu, Dumas CNRS vous permet, en utilisant le moteur de recherche avancé, d'aller chercher spécifiquement les thèses de médecine qui ont été produites aux Antilles depuis 2014. Alors, c'est bien joli, mais pour ancrer une question de recherche dans un moteur de recherche, il faut quand même obéir à un certain formalisme. Votre question de recherche, déjà, doit être bien formulée. Le PubMed ne va prendre que de l'anglais, donc il va falloir bien traduire. Et puis, il va falloir optimiser votre recherche PubMed. Pour construire cette requête de recherche, on va définir des locutions de recherche et on va utiliser des opérateurs booléens pour être sûr de saturer les résultats de recherche bibliographique. Il faut aussi corréler ces recherches. C'est-à-dire que quand on a identifié un superbe article, alors la revue de la littérature qui a tout dit sur le sujet que vous cherchiez, certes en 2014, certes, mais qui a quand même tout dit. Eh bien évidemment, il faut regarder les articles qui sont cités dans cette revue de la littérature. Il y en a peut-être un qui est encore plus remarquable que les autres, et dans lequel vous pouvez trouver encore d'autres références bibliographiques qui sont citées, et ainsi de suite. Donc on regarde qui est cité dans un article. On regarde aussi, et le PubMed le permet très facilement, qui a cité cet article après qu'il est paru. Cited by, ça c'est très intéressant. Si par exemple vous voulez mettre à jour votre revue de la littérature de 2014 qui disait tout sur les quels problèmes de santé, eh bien Cited by
Donc, les articles qui ont cité cette revue de la littérature qui est absolument fondamentale, et un bon article qui aborde la thématique a forcément cité cette revue fondamentale, cet article ClickApps, comme on dit, eh bien, vous pouvez utiliser la fonction Scikit-Learn de PubMed. Dans PubMed, vous avez aussi un champ related to. Alors ça, c'est une boîte noire. On ne sait pas très bien ce que fait PubMed là dans ce cas-là, mais en gros, il est capable de vous dire, quand vous affichez un abstract, donc qui vous intéresse semble-t-il, il est capable de vous dire quels sont les articles qui traitent à peu près du même sujet. Je sais pas comment il fait, mais son algorithme est quand même assez performant. Et ça peut permettre de trouver des trucs qu'on n'avait pas trouvé en tapant notre requête recherche, même si elle était bien faite. En regardant ce qui est cité dans l'article, en regardant qui a cité cet article, et en regardant ce que PubMed nous suggère comme article voisin, on peut finalement arriver à saturer notre recherche bibliographique. L'objectif de toute recherche bibliographique est de saturer les résultats. Une recherche bibliographique qui n'est pas complète, ça veut dire que vous êtes passé peut-être à côté du papier, à côté duquel il fallait surtout pas passer. Si vous êtes en train de dire j'ai un résultat ultra original que personne n'a démontré, si vous voulez prétendre être le premier à trouver ce résultat, il faut être sûr d'avoir saturé votre recherche bibliographique. Sinon, vous ne pouvez pas dire d'être le premier à le dire. Ceci dit, il faut prétendre à une chose, ça c'est sûr, à saturer nos résultats de recherche bibliographique. Vous savez, dans les revues de la littérature, le principe de saturation est absolument primordial, et pour y parvenir, un des outils méthodologiques dont on dispose, c'est le double aveugle. Si vous êtes deux à travailler sur une thèse, votre directeur de thèse vous demandera de faire une recherche bibliographique en double aveugle. Chacun ira chercher dans son coin et à la fin, on confrontera les résultats. D'où l'intérêt de partager cette bibliographie avec son collègue, avec son directeur de thèse. C'est ce que je vous disais en introduction, c'est l'un des objectifs de ce séminaire. Le double aveugle, c'est une méthode pour s'assurer d'avoir saturé ces résultats parce qu'on peut utiliser des statistiques, comme dire qu'on a bien trouvé la même chose d'un observateur, d'un chercheur à l'autre, et que donc, à la fin, si tous les deux nous disent qu'ils ont saturé, il est probable que ce soit vrai. Alors, une fois qu'on a trouvé une superbe référence bibliographique, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut savoir la lire, et dans un abstract, on peut déjà avoir une bonne idée de la qualité de l'article qui est présenté. Bon, qu'est-ce que vous allez retenir quand vous lisez un article? Le titre de l'article, déjà. Le titre de l'article doit être informatif. Il doit traduire la question de recherche et la méthodologie qui est utilisée. Vous pouvez retenir l'auteur remarquable. Les auteurs remarquables, c'est important, parce que vous savez que quand c'est des gens qui travaillent toute leur vie sur une thématique, sur un sujet très précis, évidemment, ils ont probablement produit des données de plus grande qualité qu'un nouveau qui débute. Et il a publié beaucoup là-dessus. Donc, en identifiant son nom, vous pouvez très facilement identifier des articles qui vont vous intéresser. Retenir cet auteur remarquable peut paraître une gageure à l'heure actuelle, mais quand vous aurez lu des centaines et des centaines de références bibliographiques, ça ne vous semblera pas si extraordinaire que ça. Retenir la revue dans laquelle cet article a été publié, c'est important aussi, parce qu'on a dit que les revues ne se valaient pas toutes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des revues poubelles, dans lesquelles passait n'importe quoi. Les revues, en fait, se distinguent les unes des autres. Le fait, encore une fois, qu'elles soient indexées dans certains moteurs de recherche est plutôt rassurant. Par exemple, indexées dans le PubMed. Mais elles se distinguent aussi par des indicateurs quantitatifs. L'indicateur le plus connu, c'est l'impact factor. Plus une revue contient d'articles qui sont recités par d'autres articles dans d'autres revues, eh bien, plus cette revue a un impact factor important. C'est ça l'impact factor, et ça fait que, en médecine générale, les revues dont on dispose pour publier, elles n'ont pas des impact factors importants, quoi. Parce que la recherche en médecine générale est beaucoup moins étendue que la recherche en cancérologie. Je crois que la revue qui a le plus fort impact factor, c'est justement une revue de cancérologie. Vous regarderez les impact factors, si vous voulez, du British Medical Journal, dans les 30, dans ce niveau-là. Vous regarderez des revues comme Family Practice ou comme Health Research, on est dans 1 à 3. En gros, si vous voulez, les repères très simples qu'on peut avoir, c'est qu'une revue impact factor inférieur à 1, il peut y avoir un problème. Moi, je crois que j'ai publié dans une revue l'impact factor inférieur à 1, sinon c'est pas une médiocre revue, mais comme elle est française, et en français, l'impact factor est faible, parce que un article en français sera moins recité qu'un article en anglais. Donc, méfiez-vous quand même des revues avec un impact factor inférieur à 1. Entre 1 et 4, on est dans un grand nombre de revues qui sont tout à fait respectables. Et si vous parvenez à publier dans des revues impact factor entre 1 et 4, c'est déjà très très bien. Le travail en médecine générale souvent est publié dans les revues d'impact factor inférieur à 4. Voilà, ça c'est pour vous parler un peu de l'impact factor. Et puis les revues, elles ont des politiques éditoriales aussi. On peut publier n'importe quoi dans Health Research, on peut publier n'importe quoi dans le journal de jeux perspectives. Voilà. Retenir l'objectif de la recherche, quand même la moindre des choses. Retenir la méthodologie qui est utilisée. Est-ce que c'est une méthodologie qualitative, quantitative? Est-ce que c'est une étude transversale? Est-ce que c'est une étude longitudinale? Est-ce que c'est un essai, une étude expérimentale de type contrôlé randomisé ou quasi expérimentale, type avant-après? Retenir dans ces méthodes la taille de la population.
parce que je vous ai dit tout à l'heure que la taille de la population définissait la précision, et elle définit aussi, elle conditionne aussi la puissance. Donc, si vous avez deux articles qui traitent d'un problème qui vous intéresse, et que un article porte sur une population de 400 bonhommes, alors que l'autre porte sur une population de 4000 bonhommes, il est probable que vous allez plutôt choisir celle qui porte sur 4000 bonhommes. C'est un peu plus, sans doute que les résultats seront plus précis et avec une meilleure puissance s'il y a de l'analyse statistique. Retenir dans la partie méthode, évidemment, l'endroit où a été réalisée cette étude. Si vous êtes en train de faire une étude sur les qualités des soins en Guadeloupe ou en Martinique, il va falloir comparer dans votre partie résultat, dans votre partie discussion, il va falloir mettre en perspective vos résultats et comparer ce qui est comparable. Alors, à quoi on compare les résultats de santé observés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane? On va comparer, par exemple, les autres pays européens, par exemple. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de système de soins où la couverture sociale est extrêmement importante, et quand on parle de qualité des soins, l'obstacle financier est quand même à prendre en compte, eh bien, il faut comparer un système de soins comparable. Et les systèmes de soins européens sont en grande partie comparables. Vous savez très bien que la France n'a pas le monopole de la générosité de son système de soins, et que si vous allez en Allemagne, si vous allez en Angleterre, et si vous allez en Italie ou en Espagne, vous avez aussi, et ailleurs, et en Europe du Nord, bien évidemment, vous avez des systèmes de soins qui sont également très protecteurs. Si vous comparez les résultats de ce système de soins, faites-le un système de soins comparable. Si vous comparez le système de soins français au système de soins américain, vous risquerez de vous voir. Si vous comparez des résultats observés en Guadeloupe à des résultats observés au Pakistan, bon, c'est peut-être pas très intéressant. Si vous êtes en train de discuter de choses qui ont davantage propre, qui sont peut-être un peu plus propres à la génomique ou culturelle, là, ça peut être intéressant de comparer, par exemple, si vous vous intéressez aux populations de descendance africaine, ça peut être intéressant de comparer aux populations de descendance africaine américaine. Pourquoi pas, sur l'incidence, sur la prévalence de tel et tel événement de santé. Pourquoi pas. Si vous vous intéressez à la perception du surpoids, ça peut être intéressant, bien sûr, de comparer aussi la Guadeloupe aux populations américaines. Pourquoi pas. Voilà, dans tous les cas, le territoire où a été menée l'expérience, l'observation est crucial. Il faut l'avoir en tête pour, encore une fois, comparer ce qui est comparable. L'époque où ça a été fait, la méthode d'analyse statistique, on a un peu moins besoin de les retenir en médecine générale. Les résultats principaux, bien sûr, sont également dans votre masque de saisie. La conclusion des auteurs est évidemment dans votre masque de saisie. Et les commentaires que vous pouvez en faire peuvent l'être aussi. Alors vous allez me dire, mais où est-ce que je la mets, cette grille de lecture? La grille de lecture, vous l'avez dans la tête. Mais le masque de saisie, où est-ce que je le mets? Comme vous voulez, mais idéalement, je voudrais faire un fichier Excel avec des lignes par article et des colonnes où il y a titre, auteur, reçu, objectif, méthode, résultat, conclusion et commentaires. Dans Zotero, vous verrez qu'on peut ajouter un certain nombre de commentaires à chaque article qu'on a indexé.